Et si jamais tu te demandes, c'est fait par Binge Audio. Parmi les chercheurs et les chercheuses, il y a celles qui ont obtenu un poste. Et il y a les doctorants et les post-doctorants qui espèrent un jour être recrutés. Dans ce second épisode, c'est avec eux qu'on parle. Pour comprendre leur rôle dans ce système et comment ils vivent cette position inconfortable qui peut durer des années. Comment on produit des enquêtes, de la réflexion et de la pensée quand chaque année est morcelée par les concours. Comment on se projette dans la vie d'adulte avec ce statut ambigu et précaire. Quelles stratégies on met en place pour surmonter l'épuisement psychique. Il y a tout juste 1 an, Programme B avait consacré une émission à la grève des chercheurs. L'une des invitées le disait alors, il y a environ 130 000 enseignants vacataires à l'université. Et parfois, ils assurent jusqu'à 70% des cours en licence. Au total, ils assument l'équivalent de 13 000 postes de titulaires qui n'existent pas. Chers collègues, quelques mots pour expliquer mon absence aujourd'hui. Je suis absente car je suis en grève. Depuis 6 ans, j'enchaîne des contrats de quelques mois de façon ininterrompue. C'est-à-dire que j'ai du travail, mais également que je suis sans arrêt en train d'en chercher. Cela fait 6 ans que chaque année, je passe les concours de recrutement pour les postes de maître de conférence à l'université. Chaque année, des auditions et des classements, mais pas de poste. Il y a plusieurs raisons qui font que j'arrive à tenir dans ce système. D'une part, ma famille peut m'aider financièrement quand c'est trop difficile. D'autre part, et c'est souvent lié, je suis absolument passionnée par ce que je fais. Je m'appelle Clélia Barbu, j'ai 35 ans et je suis enseignante-chercheuse à l'université. C'est comme ça que je me présente parce que j'enseigne et je fais de la recherche dans les disciplines de la sociologie et de l'histoire de l'art contemporain. J'ai soutenu ma thèse en 2014, donc ça fait 6 ans. Et depuis, j'alterne des contrats plus ou moins courts de recherche et j'enseigne vraiment beaucoup. Et l'activité d'enseignement, pour moi, c'est une activité qui est vraiment pleine de sens, quoi. J'aime vraiment beaucoup transmettre. C'est hyper beau de voir les étudiants apprendre, se déplacer, eux-mêmes se mettre à produire des connaissances et à découvrir des choses, quoi. Et ce qui fait que j'ai tenu jusqu'ici, c'est aussi l'enseignement, quoi. Mais vraiment le contenu des cours, hein. Je le fais dans des conditions extrêmement précaires, quoi, parce que depuis quasiment 10 ans, la forme administrative et contractuelle dans laquelle je travaille, c'est celle des vacations. C'est des profs titulaires qui me les proposent. Donc il y a eu tout un temps, pendant plusieurs années, où en fait j'acceptais tout ce qu'on me proposait. Donc j'enseignais à la fois à la Sorbonne Nouvelle, à la fois à Strasbourg, à Lille, machin truc. Et puis en fait, ça me mettait dans des états pas possibles parce que j'avais trop de choses à faire. Et je me suis rendu compte petit à petit qu'en fait, c'était pas une chance qu'on me propose ces vacations, mais au contraire, c'est presque des cadeaux empoisonnés, quoi. Moi, j'habite à Paris. Dans le cas des vacations que je donne à Rennes, je suis pas défrayée pour mes trajets. Donc c'est moi qui paye mes billets de train. Je suis payée aux heures de cours données. Je suis payée 33 € de l'heure. Sachant que dans le cas d'un cours magistral, pour 2 heures de cours, il y a 2 jours de préparation. Et voilà, il m'arrive d'avoir des promos avec une centaine d'étudiants ou plus. Et donc ça, c'est aussi en général une dizaine de jours de correction. Donc ni la préparation ni la correction ne sont rémunérés. Donc en fait, j'ai fait le calcul il y a pas longtemps. En gros, on est payé en dessous du SMIC, quoi, quand on fait des vacations. Et voire même quand je fais beaucoup d'allers-retours, je dois m'estimer heureuse de gagner un peu d'argent parce qu'en fait, avec les billets de train, souvent, il me reste quasiment rien. Là, ces derniers mois, à chaque fois à la fin du mois et au début du mois suivant, il y a une période de 10-15 jours où je flirte avec le découvert. Et après, des fois, t'as des frais, quoi. Tu vois, tu dois payer des choses chères d'un coup, en fait. Tu dois payer une caution. C'est dans ces moments-là, en fait, que j'ai été forcée d'emprunter, quoi. D'où l'importance de penser les privilèges économiques. C'est qu'en fait, moi, il y a eu plein de périodes où j'avais rien. Et ce qui me permet de tenir, c'est de pouvoir emprunter de l'argent autour de moi, quoi. Comme c'est le cas de Clélia, l'immense majorité des cours de première, deuxième ou troisième année sont donnés par des doctorants ou de jeunes docteurs. La plupart des étudiants n'en ont absolument pas conscience. Parce qu'en licence, on connaît assez mal les parcours de thèse et de l'après-thèse, qui sont des parcours de précarité dont j'ai moi aussi fait l'expérience. Quand je donnais des cours au premier semestre, je devais régulièrement courir au secrétariat, apporter une énième pièce manquante à un dossier de recrutement impossible à constituer. J'ai dû signer mon contrat plusieurs semaines après le début des cours,
et j'étais souvent payée en août de l'année suivante, 7 mois après la fin du contrat. La question des conditions de travail des enseignants, titulaires ou vacataires, Margot Heyer s'y est intéressée durant son doctorat de sciences de l'éducation. Une thèse qu'elle a d'ailleurs réalisée sans financement et en sachant déjà que son avenir professionnel serait ailleurs. C'est des personnes qui sont en début de carrière, donc c'est des personnes qui ont énormément de charges en termes de préparation d'enseignement et aussi en parallèle en termes d'investissement dans leur recherche parce qu'en fait, ils vont être recrutés sur leur recherche et pas sur leur enseignement. Du coup, il y a des pressions très fortes sur la production de ces deux domaines, sachant que très souvent, ils et elles vont enseigner sur des sujets qu'ils n'ont pas choisis, donc qui sont pas forcément en lien avec leur recherche ou qui sont un peu extrapolés ou un peu à côté, qui du coup nécessitent un supplément de travail. Ils ont des statuts qui font qu'ils sont pas à égalité avec leurs collègues titulaires. Tout ça, en fait, ça crée des hiérarchies au travail qui sont réelles et qui sont importantes et qui ont des conséquences, en fait, sur à la fois la santé mentale et l'éthos professionnel, un peu l'identité professionnelle, mais aussi sur des choses très réelles, sur le droit de modifier les emplois du temps, sur le relationnel qu'on peut avoir aux étudiants et étudiantes, sur, par exemple, on peut très bien être sous la hiérarchie de son directeur ou sa directrice de laboratoire. On a envie d'être recruté par cette personne après, mais en fait, on a des problèmes d'enseignement avec cette personne. Du coup, comment on fait ? Enfin, il y a plein de problématiques comme ça. C'est de l'ultra-précarité, clairement. Je pense que la particularité aussi de toutes ces réformes qui amènent à une précarisation de l'enseignement à l'université, c'est que les titulaires sont de mèche avec cette précarisation quelque part parce que c'est elles et eux qui vont faire les procédures de recrutement, faire les dossiers de financement pour avoir les postes, recruter les personnes, les suivre, etc. Alors que ils et elles n'ont pas forcément envie en fait de rendre précaires des gens, mais du coup se retrouvent dans cette même machine en fait de faire vivre de la précarité en fait, parfois auprès de leurs propres anciens et anciennes étudiantes quoi. Sylvaine Camelin, maîtresse de conférences qu'on a entendue dans l'épisode précédent, fait elle aussi chaque année l'expérience de cette violence. Et du coup, on a aussi des dossiers complètement décalés et disproportionnés, où on a des gens qui vont enchaîner les post-docs et qui vont continuer à se présenter à des postes d'ATER. Les ATER, ce sont les attachés temporaires d'enseignement et de recherche. On voit le dossier et ces gens-là devraient être chercheurs. Pour une raison ou une autre, ils n'ont pas le poste d'ATER, mais on les appelle en leur disant « mais si vous voulez donner un cours là-dessus, est-ce que ça vous intéresse ?» Enfin, moi, je me suis vue avoir honte de contacter quelqu'un pour lui proposer un cours. Et on revient là-dessus, un cours qui sera payé au lance-pierre 6 mois après avoir été donné. Et des gens qui acceptent. Ça, c'est quand même sidérant, quoi. Je me souviens qu'après ma thèse, j'ai développé une vision très particulière du calendrier annuel. Tout était découpé en fonction des échéances du monde universitaire. Si je voulais candidater au CNRS, il fallait que je m'y mette dès septembre ou octobre. Et surtout ne rien prévoir pendant les vacances de Noël, pour rendre mon dossier tout début janvier. Si j'envisageais de faire la campagne de recrutement pour les postes de maître de conférence, je devais me tenir prête dès février, au moment où sont publiés les postes, et consacrer le mois de mars à la constitution d'un ou plusieurs dossiers conséquents. Mais comme on est plutôt sûr de ne pas être recruté sur un poste fixe, je devais aussi me préoccuper de trouver du travail pour l'année suivante. Dès février et jusqu'au début de l'été, je scrutais les contrats postdoctoraux en France, mais aussi à l'étranger, et les postes d'ATER pour enseigner. Je me souviens très bien de l'effet que ça fait de terminer une candidature à 6h du matin pendant la seule semaine de terrain à l'étranger que j'avais pu négocier. J'espérais encore avoir le temps de faire avancer mon enquête. Mais en fait, après ma thèse, je n'ai plus jamais fait de vraie enquête. Les perspectives de trouver un travail pérenne dans l'ESR sont quasi nulles. Depuis ma qualification début 2019, je n'ai pu postuler nulle part. Je suis enseignant vacataire et j'ai décidé de ne pas poursuivre de carrière à l'université. Je prépare actuellement ma seconde candidature au CNRS en ayant à peu près 0 espoir que cela fonctionne. Je sais que si je veux continuer, il faut que je candidate à un nombre improbable de post-doc à l'étranger pour déménager tous les 1 ou 2 ans. J'ai adoré étudier, j'ai adoré enseigner. Mais maintenant que j'arrive à la fin du doctorat, je me sens comme trompée, comme un échec. J'ai l'impression que notre organisme est presque habitué à effacer ce genre de truc de la mémoire, quoi. Je crois qu'on est habitué à faire partir tous ces souvenirs-là parce qu'ils sont trop encombrants tellement ils prennent d'énergie et de temps.
Mais en fait, c'est des heures et des heures et des heures et des jours et des jours et des jours à consulter les fiches de poste. J'ai dû passer plusieurs mois sur mon CV, quoi, pour le mettre à jour, pour essayer qu'il corresponde aux différents attendus. Donc en fait, c'est juste du temps passé à la recherche d'emploi, quoi. Donc chaque année, en fait, pour les postes d'ATER comme pour les postes de maître de conférence, j'envoie une 50aine ou une 60aine de candidatures à différentes universités, quoi. Je dirais que c'est un jour par semaine de à la fois recherche et puis candidature, quoi. Et puis après, quand on est auditionné, pareil, en fait, c'est des semaines de préparation. Pour une audition, moi, je passe minimum une semaine, voire deux, à préparer mon audition. Donc, par exemple, là, ces derniers temps, j'avais un post-doc et j'ai dû poser des jours de congé pour préparer mes auditions, quoi. Il me semble que sur ces questions de candidature et dans mon expérience aussi de thèse, la question de l'endroit où on est pour mener tout ça, il est assez déterminant et dans la façon dont on le vit. Karim Amou, sociologue. Selon qu'on est très intégré au monde académique, les expériences peuvent être assez différentes. Et autant du côté de l'intégration forte, on a une hyper-socialisation et une pression de malade. Et on a vraiment tout le monde qui est tout le temps en train de passer plein de concours, de soumettre plein de projets pour tenter d'avoir quelque chose. Autant quand on est dans des espaces moins centraux, plus périphériques, à la fois géographiquement, mais surtout hiérarchiquement et institutionnellement, il y a beaucoup moins cette pression qui est présente, mais il y a beaucoup plus aussi de désaffiliation, etc. Là, il y a un truc un peu démesuré, c'est-à-dire que c'est un parcours du combattant, la thèse, tu arrives au bout, ça suffit pas. Donc, il faut que tu enchaînes des post-docs. Et là, il y a eu une telle surenchère ces dernières années que tu te retrouves avec des dossiers qui sont surréalistes, avec des candidats qui ont multiplié des post-docs à l'international, qui ont déjà un dossier de publication extrêmement étoffé, qui ressemble en rien au dossier d'il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Enfin, il y a eu une surenchère énorme. Et pour autant, ça suffit pas, parce qu'il y a peu de postes. Il y a trop peu de postes. Et ce qui fait que, au terme de tout ce parcours du combattant, si tu as un poste, tu es content. Et tu as l'impression que tu es privilégié. Et tu démarres au CNRS avec 1 700 € net. Et tu es super content. Bon, tout ça n'est pas très réjouissant. Ça laisse même peu d'espoir. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que, avant de décider d'aller voir ailleurs si le travail se porte mieux, on peut trouver des manières de rendre cette période moins douloureuse ? Les personnes que j'ai rencontrées, elles ont changé leur manière de travailler et d'envisager leur rôle de chercheur et d'enseignante au fil des années et des déconvenues. C'était une période difficile dans le sens où il y avait un mélange en fait entre la vie privée et la vie professionnelle. Ce mélange des espaces matériels et physiques, mais aussi mentaux et psychiques et symboliques, quoi. Enfin, ce qui pendant des années a été difficile et que je suis contente d'avoir réussi à maîtriser maintenant, c'était ce mélange des espaces parce que en fait, je pouvais travailler jusqu'à minuit tous les jours, je pouvais travailler le samedi, le dimanche, j'avais pas de vacances. Et au bout d'un moment, j'ai trouvé ça insupportable et donc j'ai appris à cadrer. Enfin, c'était après la thèse. La thèse s'est faite vraiment dans ce mélange des espaces. Moi, je sais que depuis que j'ai appris à maîtriser mes horaires de travail, j'ai retrouvé le sommeil, par exemple. J'étais insomniaque pendant toute ma thèse, quoi. Absolument insomniaque, parce qu'en fait, je ne m'arrêtais jamais de penser, que ça soit aux lectures, aux concepts, mais aussi aux choses à rendre et aux injonctions de productivité, enfin écrire des articles et tout ça. Et j'ai dû apprendre aussi à mettre des limites, quoi. Là où, en fait, l'institution le fait pas parce que t'es totalement tout seul. Maintenant, j'arrête de travailler clairement après 19h. Le week-end, je travaille quasiment jamais. Je me force à prendre des vacances et ça, c'est des choses que j'ai dû faire toute seule, quoi. Et aussi, je me fixe des objectifs qui sont petits. Tu vois, je peux écrire un article, je peux préparer un cours, mais un nouveau cours magistral, par exemple, qui va me prendre 2-3 jours de préparation, quoi, quand c'est un nouveau cours. Et ben ça, par exemple, je l'accepte avec vraiment beaucoup plus de parcimonie maintenant. Publier ma thèse, par exemple, c'est pas pour rien que je l'ai toujours pas fait alors que ça fait 6 ans que j'ai soutenu, c'est parce que c'est un travail de trop grande ampleur, en fait. Et que j'ai, à aucun moment depuis 6 ans, eu suffisamment de temps pour traduire le manuscrit de ma thèse en un ouvrage, quoi. Donc voilà, je pense que je réduis beaucoup le format des choses que je produis. Donc ça a forcément des conséquences sur l'ampleur de la réflexion. Et en fait, c'est ça aussi qui a beaucoup bougé depuis la thèse, c'est que il y avait une tendance à se ruiner et la santé et le mental à vouloir pouvoir faire toujours plus, quoi. Une autre chose est souvent revenue dans les témoignages. L'importance des expériences professionnelles en dehors du milieu universitaire.
Là, en ce moment, ça fait 1 an et demi, 2 ans que j'ai un contrat de post-doctorat qui est financé par une fondation privée et je travaille pour un petit centre d'art. Matériellement, j'ai juste découvert la condition de salarié qui va avec des droits. Ça a changé ma santé, c'est-à-dire que je me suis remise à dormir parce que j'avais des soucis en moins, quoi. Je sais que je vais avoir une assurance chômage quand mon contrat sera terminé. Je peux me faire rembourser mes rendez-vous médicaux et mes médicaments, quoi. Donc ça, il y a quand même une différence. Moi, j'ai découvert ça. Et c'est vrai que moi, d'avoir travaillé en dehors m'a fait réaliser des compétences que j'avais pas conscience d'avoir, quoi. Donc la capacité rédactionnelle, la capacité à compulser des sources, à rechercher des sources, à comparer des données, à produire des cadres d'analyse, à conceptualiser. Toutes ces choses-là, en fait, c'est hyper utile. C'est un autre registre, quoi. Ça se situe à un autre endroit. Et c'est vrai que j'avais pas trop conscience d'avoir ces compétences-là. Karim Amou, lui, a été ingénieur de recherche pendant plusieurs années avant son recrutement au CNRS. C'était un environnement de travail épanouissant dans la mesure où ce que je faisais avait un sens pour moi et pour les gens avec qui je travaillais, que je ne travaillais pas de façon isolée. Et du coup, pour la première fois en réalité, peut-être de ma vie, je faisais un travail qui avait un sens pour des gens que je voyais tous les jours. Et donc ça, c'était vachement utile et c'était vachement épanouissant. Si cette expérience a été bénéfique pour lui, c'est aussi qu'elle lui a permis de commencer à envisager des portes de sortie. Et du coup, ça me permettait aussi de me dire, mais si la recherche, ça ne marche pas, je vois d'autres choses que je peux faire. Et donc, c'est aussi une période où j'ai développé d'autres compétences. J'ai eu beaucoup de colère et j'en ai toujours beaucoup. Mais en réalité, j'avais mon plan B. Donc moi, mon plan B, c'est celui qui fait que je n'ai pas été désespéré. J'ai été en colère, j'étais épuisé, j'étais perdu, j'étais perplexe. Mais voilà, j'avais le plan B et éventuellement j'avais des plans C. Et c'est ce sur quoi, pas des plans C de folie, c'était des choses de l'ordre, certains concours de la fonction publique, pourquoi pas? Est-ce que je vais regarder du côté des métiers des bibliothèques? Tiens, du côté de l'enseignement primaire et je les envisageais très sérieusement. C'est-à-dire, en fait, il y a un moment où je me suis donné, 3 ans, je tente, et si ça ne marche pas, je passe à autre chose. Et cette autre chose, je l'ai préparée. Un engagement professionnel, c'est aussi poser les limites de ce qu'on est prêt à faire dans un cadre. Et jusqu'où on veut aller, jusqu'où on ne veut plus aller. Et c'est douloureux parce qu'on sacrifie potentiellement un rêve, on envisage le fait de sacrifier ce rêve dans le cadre de cette réflexion-là, mais c'est pour prévenir des douleurs bien plus violentes et des désillusions bien plus violentes. Donc en fait, jusqu'à il y a très peu de temps, j'ai été persuadée qu'il y avait une place pour moi. Parce qu'on me l'a dit, tout simplement, puis parce que je croyais à ce système où il y a des postes qui sont créés pour que des enseignants-chercheurs soient recrutés, pour donner des formations à des étudiants. Et comme je l'ai toujours fait, en fait, comme ça a toujours été mon activité, je pensais juste que j'allais pouvoir continuer de la faire dans des meilleures conditions. Et c'est vrai que depuis 1 an ou 2, je commence à me dire, mais pas seulement sous la forme d'une pensée un peu déprimée que j'ai pas de place, mais ça devient plus une réflexion assez pragmatique, en fait. Donc il y a une sorte de paradoxe parce que j'ai une place dans les faits, parce que je travaille, je donne des cours, je produis des recherches, mais je me rends compte que si on considère qu'avoir une place, c'est avoir un salaire, avoir une sécurité sociale, avoir droit au chômage et cotiser pour la retraite, pour l'instant, en fait, je n'ai pas de place. Cette place-là, elle n'existe pas pour moi à l'université, quoi. Il y a plein de tactiques pour tenir. Se mettre des limites ou dédramatiser les enjeux personnels liés à l'accomplissement en tant que chercheur. Et parfois, prendre conscience que ce Graal n'en est pas un nous permet de nous dire « Est-ce que mes conditions de travail sont acceptables ? Est-ce que ce que je fais ici a encore du sens ?» C'est ce qui m'est arrivé. À la fin, je passais plus de temps à m'inquiéter des possibilités de travailler qu'à faire mes recherches. Alors, j'ai commencé à me demander si je pouvais faire autre chose ailleurs. On en parlera dans le 3e épisode.